Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je poursuis mon expérimentation de différents jeux d'escarmouche et cette fois-ci je te présente le jeu Super Fantasy Brawl de la merveilleuse compagnie Mythic Games qui a eu bien des problèmes avec beaucoup de jeux récemment. Ça c'est un jeu qui est sorti, ça fait déjà quelques années, il n'est pas nécessairement super facile à trouver mais il est trouvable, c'est donc un jeu d'escarmouche pour 2 joueurs, il y a un mode pour jouer à 4 mais je vais te parler spécifiquement du mode à 2 joueurs, c'est son mode de base. Dans ce jeu-là, chaque joueur va se construire une armée de 3 champions. Ensuite, on va se taper dessus et on va tenter d'éliminer les champions de nos adversaires pour marquer des points de victoire. C'est un jeu à course de points de victoire. Donc, c'est l'un des mythiques qui avait des bonnes critiques dans les dernières années, qui a été apprécié par les gens. J'ai eu l'occasion de l'essayer à quelques reprises dans les dernières semaines, derniers mois, suffisamment pour t'en présenter une vidéo. Fait que comme d'habitude, je vais te montrer comment on installe le jeu, t'expliquer comment on y joue. Je l'espère clairement revenir à la fin et te dire ce que j'en ai pensé. Au niveau de la mise en place initiale, on va avoir, une fois qu'on a installé notre plateau, aller placer nos 3 statues divines qui supervisent les jeux d'arène. Chaque statue est censée aller à un endroit spécifique. Je me rappelle jamais laquelle va exactement où. Mais ce qui est important, c'est d'aller les placer sur les 3 hexagones bordés de noir qu'il va y avoir sur les 3 zones spécifiques du plateau. Chaque hexagone est bordé d'une zone de couleur. Fait qu'il y a le jaune juste ici, le rouge au centre, le bleu de ce côté-ci, qui ont 3 représentations au niveau de la symbologie dans le jeu. Sur le côté droit du plateau, on va également aller se placer notre deck d'objectifs qui est juste ici. De ce deck d'objectifs-là, on va aller révéler pour remplir les 2 premières cases. On voit ici qu'il y a des séries de cases noires pour indiquer que les cartes vont pouvoir se déplacer à cet endroit-là. En début de partie, on va aller révéler les 2 premières cartes du deck et aller les placer sur les 2 premières cases. Les autres marqueurs dont on a besoin, qu'on va garder proche du plateau, on va avoir des marqueurs de points de vie, on a des valeurs de 1 et de 3, on va avoir des marqueurs de trophées, de points de victoire, et on va avoir les marqueurs de trappe qui ont tous des symboles spécifiques derrière le plateau de jeu, qui ont tous des symboles spécifiques derrière le jeton. Ça, on va tous les placer près du plateau, on va se faire une réserve, puis on va les garder face cachée et mélanger. Au niveau de la mise en place individuelle, mais là, chaque joueur, on va procéder comme on veut. Il y a des règles de draft, il y a différentes règles de draft, mais on va voir se composer une équipe de 3. Fait que soit tout simplement, chaque joueur, en commençant par le 2e joueur, choisit un des héros, puis on y va en alternance jusqu'à temps qu'on ait nos 3 héros. Donc, on a besoin de 3 héros pour la partie. Il y a des règles de compétition, de tournoi également, qu'on va pouvoir utiliser pour drafter nos héros à la place. On peut tout simplement se former nos équipes. Chacun de notre base si on veut. Dans tous les cas, on va finir par avoir nos 3 héros. Les héros viennent avec 3 composantes. Fait que premièrement, chaque héros a une carte héros qu'il représente. On va aller placer le héros sur son côté de base, là où on a juste le nom et en quelque sorte la classe ou le titre du héros, alors que de l'autre côté, son niveau avancé, il va avoir un pouvoir quelconque. Il n'y a aucun des héros qui va commencer avec son pouvoir. Chaque héros vient également avec un deck de cartes, de 6 cartes spécifiques qui représentent les actions, les compétences, les réactions que ce héros-là peut avoir et utiliser. Et chaque héros vient avec une miniature à laquelle on va appliquer une base de notre couleur. Nos 3 cartes héros, on va les placer sur notre plateau personnel. Il va donc nous rester un deck de cartes pour chaque héros et ce deck de cartes-là, ces 3 decks de cartes-là, va les brasser ensemble pour composer notre deck pour la partie en cours, tout simplement au niveau de la mise en place personnelle. On va évidemment placer nos bases sur chacun de nos héros et sur notre plateau personnel. La dernière chose qu'il va nous rester à faire, c'est d'aller placer les 3 jetons d'énergie qui sont ici, qui correspondent aux 3 énergies divines qui sont à l'intérieur du jeu. Grosso modo, ce sont nos jetons d'activation. Fait qu'on a 3 endroits pour les placer. On va aller les placer
au bon endroit. Pour terminer la mise en place, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va avoir placé des jetons de trappe. Les jetons de trappe, on les a tous mélangés, on les a placés sur le côté, ils ont tout un symbole derrière le jeton. Le premier joueur va donc prendre 2 de ces jetons-là au hasard sans les regarder, il va aller les placer sur 2 des cases qui ont un symbole de trappe, 2 cases de son choix. Il y a 6 cases au total, en incluant celle que vous ne voyez peut-être pas parce qu'elle était cachée. Quand le premier joueur fait ça, le deuxième joueur fait exactement la même chose et pige 2 jetons au hasard sans les regarder. Il va les mettre sur 2 trappes de son choix. Une fois que ça c'est fait, les joueurs vont se positionner. On a des zones de départ. Fait qu'on va aller prendre les champions puis on va aller les placer sur nos zones de départ où on le souhaite. L'adversaire va faire la même chose ensuite. Le deuxième joueur va faire la même chose. Et tout ce qui reste à faire pour préparer notre partie. De notre deck de cartes qu'on vient de brasser, mais on va piger les 5 premières cartes du deck. On va les regarder. Si on le veut, on va en retourner quelques-unes de côté et le nombre qu'on veut et on va piger un nombre équivalent. Et les cartes qu'on a retournées de côté, on va les rebrasser à l'intérieur de notre deck. Une fois qu'on a nos 5 cartes en main, ben là, on est prêt à commencer notre partie. Maintenant, comment fait-on pour gagner une partie de Super Fantasy Brawl? Ben, on va la gagner en marquant des points de victoire. Chaque point de victoire est représenté par un petit trophée comme ça ici. Quand on a 5 points de victoire, on va remporter la partie, tout simplement. Comment on fait des points de victoire? Il y a 2 façons. Si on élimine l'un des champions adverses, il va revenir en jeu au tour suivant du joueur qui le possède, mais pour avoir réussi à l'éliminer, à le mettre hors de combat, on va faire un point de victoire également. On a des cartes objectifs qu'on va essayer d'atteindre. Si au début d'un de nos tours de jeu, on remplit les conditions de l'une des cartes objectifs, on va faire le nombre de points de victoire équivalent à l'endroit où la carte se trouve. Fait que, par exemple, cette carte-ci vaut 1 point de victoire. Si elle était ici, elle vaudrait 2 points de victoire parce que j'ai 2 petits trophées qui sont imprimés juste devant. Le premier joueur à 5 points de victoire l'emporte. Maintenant, comment fonctionne la structure du tour de jeu dans Super Fantasy Brawl? Bien, chaque tour de jeu va se diviser en 3 étapes. Première étape, ça va être le premier joueur qui va jouer. On va déterminer le premier joueur au début de la partie. Dans mon cas, c'est moi qui est premier joueur, c'est le joueur mauve. Ça ne changera pas de la partie. Deuxième étape, ben, le deuxième joueur va prendre son tour de jeu. Et troisième étape, on va avoir la phase où on va faire évoluer les cartes du scoreboard, qui s'appelle simplement Advanced Scoreboard Track, quelque chose comme ça. Et là, on va passer ces 3 phases-là, une à la suite de l'autre. Vous comprendrez que la première et la deuxième phase, c'est juste les 2 joueurs qui jouent à tour de rôle. Fait qu'on va résumer qu'est-ce qui se passe pendant le tour actif d'un joueur. Le tour d'un joueur est divisé lui-même en 3 parties. Premièrement, il va avoir sa partie de score. Deuxièmement, il va avoir son activation en tant que telle. Et troisièmement, il va avoir son étape d'upkeep, d'entretien à la fin de son tour de jeu. Fait que si je les prends les 3 dans l'ordre, en premier, on a la phase de score. Fait qu'au début de l'activation du premier joueur, quand il commence son tour de jeu, il va aller vérifier les cartes d'objectifs qui sont ici à la droite du plateau de jeu. S'il en remplit une condition, peu importe qu'est-ce que c'est, par exemple, cette carte-là va dire contrôle la Destruction Area. Destruction Area, c'est donc la zone en rouge. Pour la contrôler, il faut que j'ai plus de personnages à l'intérieur de cette zone-là que mon adversaire. Ce n'est évidemment pas le cas. Si j'étais, par exemple, dans cette situation-ci, au début de mon tour de jeu, quand je commence mon tour, ben là, je contrôlerais la Destruction Area, fait que la zone rouge, donc je scorerais cette carte-là. Quand on score une carte, on va tout simplement la défausser et on va aller ramasser un point de victoire qu'on va placer dans notre zone de jeu, dans notre zone personnelle pour indiquer qu'on a réussi à faire cet objectif-là. On ne remplace pas la carte, ça va être remplacé plus tard dans le tour de jeu. Une fois que j'ai déterminé si je scorais des cartes d'objectifs ou non, mais je vais commencer mon activation en tant que telle. Dans mon activation, le principe au cœur du jeu est que chaque joueur va avoir exactement 3 activations pendant son tour de jeu. Les 3 activations représentées par les 3 jetons d'activation qu'on a juste ici. Un joueur va pouvoir activer l'une, 2 ou ses 3 héros dans le même tour de jeu. Il peut activer le même héros plusieurs fois sans aucun problème. Le principe étant que pour activer un de mes héros, je dois tourner de côté pour montrer que je dépense l'un des 3 jetons. Et je vais avoir ensuite 2 options en faisant ça.
soit je vais faire l'une des activations de base qu'il y a sur mon plateau de jeu. Fait qu'on voit par exemple si je dépense le jeton bleu, ben, je peux faire un déplacement de 1 puis faire le mot-clé spécial Plan 1. Si je dépense le jaune, je peux faire un mouvement de 1, faire Heal 1. Si je dépense le rouge, je peux faire un mouvement de 1 et faire 1 de dégâts à un ennemi qui est adjacent. Je peux également dépenser n'importe lequel des 3 pour tout simplement faire un mouvement de 2. Donc ça, c'est ma première option en dépensant mes divers jetons. La deuxième option, vous l'aurez probablement deviné, a à voir avec mes cartes. Mes cartes vont avoir différentes couleurs et la règle de base est tout simplement que si je veux jouer une carte, disons que je veux jouer cette carte-ci, comme elle est rouge, ben je vais avoir à dépenser mon jeton rouge pour l'activer. Cette carte-là correspondant à ce héros et je vais avoir un icône sur la carte pour me rappeler il est dans le deck de qui. Fait qu'on va avoir par exemple ces icônes-là pour m'aider à faire référence. J'ai les mêmes icônes sur ma carte, sur mes cartes de héros si jamais j'ai de la misère à reconnaître avec le dessin. Fait que comme cette carte-là s'applique à ce héros-là, mais le fait de jouer cette carte-là en dépensant mon jeton rouge me permet d'activer justement ce héros-là sur le plateau de jeu. Que ce soit en utilisant mes actions de base sur mon plateau personnel, donc les actions ici, ou que ce soit en jouant des cartes, par exemple celle-ci, très régulièrement, on va m'indiquer que j'ai du mouvement. Donc le mouvement, comment il fonctionne dans ce jeu-là, il est très très simple, à moins d'avoir un mot-clé particulier qui le change, fly, swoop, des trucs comme ça. Si j'ai un mouvement à faire, je vais tout simplement prendre ce nombre de cases-là en déplaçant d'une case à l'autre. Fait que si j'ai un mouvement de 1, je vais passer ici. Si je ne peux pas passer au travers les figurines, fait que si j'ai un mouvement de 2, je ne pourrais pas m'en aller comme ça ici. Il faudrait que je fasse le tour. On comprendra que si, en faisant mon mouvement, je me déplace sur une case où il y a une trappe, je vais tourner cette trappe-là pour en appliquer les effets de la trappe. Là, on a différents symboles avec des mots-clés qui correspondent. Ça peut être des dégâts, ça peut être du poison, ça peut être que je m'enracine. On voit ici 2 petits cœurs brisés, c'est donc 2 points de dégâts. Fait qu'il va y avoir différents effets. Et le mouvement ne fonctionne pas tout simplement aussi simple que ça. Il n'y a pas de restriction sur le plateau, mis à part que je ne peux pas traverser des cases où il y a déjà des figurines, que ce soit les 3 statues, une figurine alliée ou une figurine ennemie. De la même façon, beaucoup de mes cartes seront des cartes d'attaque. Je vais savoir que c'est une carte d'attaque parce que c'est une espèce de petite explosion qui est en haut à gauche, dans laquelle il y a le symbole de mon personnage, et qui va avoir une valeur généralement de force d'attaque, parfois une portée. Dans ce cas-ci, ça m'indique par exemple que j'ai une portée de 2 et que ça doit être en ligne droite. Donc si dans ce cas-ci, en jouant cette carte-là, et on se rappelle en dépensant mon jeton rouge d'activation, ben, je pourrais me déplacer de 1. Et comme j'ai un ennemi qui est à 2 cases ou moins de portée, je pourrais évidemment l'attaquer quand même s'il était adjacent à moi. Mais cette carte-là me permet de lui faire 1 de dégâts. À cette valeur de dégâts-là, on va toujours aller soustraire la résistance de cet ennemi-là, sa défense. Chaque carte ennemie, ça c'est la carte ennemie de la figurine que j'attaque, va avoir une valeur de défense en haut à gauche. Dans ce cas-ci, c'est une valeur de 0. Donc, j'ai réussi à lui infliger 1 point de dégâts. Fait que mon adversaire va aller prendre un marqueur de point de dégâts, puis il va aller le placer sur sa carte de personnage pour montrer qu'elle est blessée. La grande majorité des cartes vont avoir également des effets comme celui-là, fait que des effets qui vont s'activer. Dans ce cas-ci, cette petite explosion-là avec une flèche qui pointe vers la droite indique qu'après avoir fait l'attaque, je vais pousser mon adversaire de 2 cases. Dans ce cas-ci, je le pousse de 2 cases. 1, 2, ce qui veut dire qu'il passe dans cette trappe-là. Donc, il la déclenche et il va appliquer l'effet négatif de la trappe. Fait que les cartes d'attaque vont marcher pas mal comme ça. Évidemment, il va y avoir beaucoup d'effets particuliers. On voit par exemple dans les portées, une portée comme celle-ci va indiquer que c'est une action de mêlée, une action de distance à une case, et ça doit être une attaque directe, donc en ligne droite. Il ne doit pas avoir d'obstruction entre la case où je me trouve et la case où j'attaque. Des attaques vont faire des zones d'effet. Certaines attaques vont être des attaques dites indirecte. Une attaque comme celle-ci indique que je n'ai pas besoin d'avoir le chemin libre entre mon personnage et le personnage que j'attaque. Donc, si par exemple j'étais
dans cette position-ci ce personnage-là avec une attaque indirecte pour attaquer ce personnage-là grâce à une portée de 2, ferait 2 de dégâts avec une attaque indirecte. Certains effets vont se déclencher avant l'attaque. Si j'ai une petite flèche qui pointe vers la gauche, c'est un effet qui va se déclencher avant que je fais mon attaque. Une flèche qui se pointe vers la droite, un effet qui se déclenche après que je fais mon attaque. Je peux donc, par exemple, avec cette carte-là, faire un déplacement de 3 jump, donc en ignorant tout ce qui est dans le chemin. Je fais une attaque de 1 en mêlée, et après avoir fait mon attaque de 1, je vais pousser mon adversaire d'une case dans la direction opposée à laquelle mon personnage se trouve. On aura compris que pour jouer cette carte-là, je devrais activer plutôt mon jeton jaune, parce que la carte elle-même est jaune. D'autres cartes, plutôt que d'être des explosions avec le symbole de mon personnage, seront des espèces de cogs, des espèces d'engrenages comme cette carte-ci. Ça s'indique que ces cartes-là seront des compétences que je vais utiliser plutôt que des attaques. La règle s'applique de la même façon, c'est-à-dire que je dois jouer, je dois dépenser le jeton de la bonne couleur et cette carte-là, c'est ce personnage-là qui va être activé. Dans ce cas-ci, c'est mon arbalètière. Si je ne suis pas certain de le reconnaître sur la carte, je rappelle que j'ai le même symbole sur ma fiche de personnage pour me rappeler, pour être certain que je ne me confonde pas entre mes cartes et mes personnages. Les compétences fonctionnent sensiblement de la même façon que les cartes d'attaque, donc je vais avoir des déplacements, je peux avoir des portées qui peuvent être en mêlée, qui peuvent être directes ou indirectes, qui peuvent avoir des zones d'effet, et ils vont tout simplement faire des effets spécifiques que la carte va préciser. Par exemple, si je joue cette carte-là, la prochaine carte que je vais faire sur la cible, fait que je vais cibler une cible, et si je fais une attaque, la prochaine attaque que je fais dans le même tour de jeu, ben, je vais ignorer la défense de ma cible, puis je vais faire un dégât de plus. Fait que si je joue cette carte-là pour affaiblir un ennemi et que je suis avec cette carte-ci, ben, elle va faire 3 de dégâts au lieu de faire 2, et elle va ignorer la défense. Et je pourrais le faire parce que cette carte-ci est rouge et celle-là est jaune. Ça me permet donc d'activer mon arbalètière 2 fois dans le même tour de jeu en utilisant 2 de mes 3 jetons d'activation différents. Fait que là, les compétences, je les passerai pas toutes une à une, mais ils ont différents effets, différents mots-clés. C'est possible que j'ai, par exemple, des cartes qui vont me permettre de ramener des cartes dans ma main, des cartes qui vont me permettre de guérir, moi ou certains de mes alliés ou le héros qui s'active. Des cartes vont me permettre de piger davantage de cartes ou d'activer le mot-clé plan, sur lequel je reviendrai, etc. Fait qu'il peut y avoir un paquet d'effets différents, mais fait que les compétences respectent sensiblement les mêmes règles que les cartes d'attaque. Une petite distinction est à faire quand on joue une carte qui a ce symbole-là comme carte d'attaque et quand on joue une carte qui a ce symbole-là en termes de dégâts ou si on fait tout simplement notre effet de base qu'on peut faire toujours sur notre plateau de jeu qui a également le même symbole, la petite goutte de sang. Si on joue cette carte-là, c'est considéré comme étant une attaque, ce qui veut dire que mon adversaire va appliquer sa défense si le héros que j'attaque a une défense. Si je joue cette icône-là, ça indique que ce sont des dégâts purs qui ne seront pas bloqués par la défense de mon adversaire, fait que ça ne sera pas réduit par un quelconque symbole de bouclier. De la même façon, c'est la même chose ici. Si je décide de jouer mon jeton rouge pour faire un déplacement de 1, et infliger 1 de dégâts. Par exemple, j'ai rien de mieux à faire avec mes cartes, fait que je fais un déplacement de 1 et j'inflige un dégât, même si ce personnage-là avait de la défense, j'infligerai quand même le point de dégâts. Et donc, ma phase d'activation va se passer comme ça, fait qu'on se rappelle, j'ai 3 actions, je dois dépenser des jetons de couleur pour activer mes dites actions. Quand je joue une carte, fait que par exemple, ce tour-là, peut-être que je pourrais activer mon jeton jaune avec mon aigle, pour que mon aigle puisse bouger de 2, se guérir de 2 et appliquer l'effet de la carte. La carte est ensuite défaussée, je l'ai jouée. Ensuite, je vais jouer cette carte-là, toujours avec mon aigle, fait qu'il va faire un déplacement de 1, il va faire une attaque à 2 distances, un dégât réduit par la défense de l'adversaire, pousser mon adversaire de 2. Et ensuite, ben là, on voit que j'ai pas de carte bleue dans ma main, fait que je vais utiliser l'effet de base de la carte bleue, qui est justement plan 1 avec un mouvement de 1, fait que ça me permet de faire un déplacement de 1, peu importe sur le plateau, avec un champion de mon choix. Et je fais plan 1. Plan 1, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais prendre une carte, celle que je veux, je vais la remettre sur le dessus de mon deck, face cachée, fait qu'elle va rejoindre ma pige et non pas ma défausse. Et là, ça me fait à mon activation. Fait qu'à la fin, j'avais dit qu'après l'activation, il y a une phase d'upkeep. Qu'est-ce qu'on fait dans la phase d'upkeep? Dans la phase d'upkeep, premièrement, on va réactiver ces 3 jetons. J'avais utilisé mes 3 jetons, j'ai joué 2 cartes et fait un effet de base. Je réactive mes 3 jetons. Ensuite, toutes les cartes qui me restent en main sont défaussées. Ils vont dans ma défausse
individuelle que je vais placer comme ça ici avec toutes les cartes que je vais avoir jouées dans mon tour de jeu. Et ça rejoint ma défausse. Et ensuite, je vais repiger 5 nouvelles cartes pour me préparer pour le tour de mon adversaire et mon tour de jeu suivant. On se rappelle qu'en faisant l'action Plan, il y avait une carte que j'avais remise sur le dessus de mon deck. Fait que je m'assurais donc de garder cette carte-là pour un tour de plus. Fait que le mot-clé Plan peut être très pratique pour réussir à prévoir les prochains tours de jeu. Quand j'ai fini puis j'ai repigé mes 5 cartes, ben là, ça va être à mon adversaire de prendre son tour de jeu. Fait qu'il va faire exactement les mêmes étapes que moi. Premièrement, il va vérifier s'il atteint un objectif. S'il l'atteint, il va marquer les points de victoire correspondants. Deuxièmement, il va faire son activation. Lui aussi, il a 3 jetons. Fait qu'il va pouvoir activer ses 3 jetons pour jouer des cartes ou faire les effets de base de sa fiche. Et à la fin de son tour de jeu, il va défausser sa main, repiger 5 cartes et réactiver ses 3 jetons. Quand les 2 joueurs ont pris leur tour de jeu, on va tout simplement ensuite faire la dernière étape du tour, qui est le Advanced Challenge Track. Fait qu'on va pousser toutes les cartes qui sont déjà sur la piste et on va rajouter une nouvelle carte dans la zone où elle ne vaut rien pour l'instant. Si ces cartes-là n'ont pas été atteintes au prochain tour, on comprendra après que les 2 joueurs se soient réactivés, on avance le tout et on distribue une nouvelle carte. Et on continue comme ça. Si jamais la piste est déjà pleine, et parce qu'on n'a pas fait les différents objectifs, et qu'on doit rajouter une nouvelle carte, ben ici j'ai une pile de cartes détruites. Fait que la première carte s'en va dans la pile de cartes détruites, on ne pourra plus la faire, on déplace toutes les autres, puis on rajoute une nouvelle carte. Et ça, c'est le fonctionnement de la piste d'objectifs. Il va me rester quand même quelques petits détails à préciser. Le premier étant que se passe-t-il si j'ai réussi à éliminer un héros ou si je me fais éliminer un de mes héros. Le joueur qui est ici joue une carte puissante. Il attaque mon arbaletière. Mon arbaletière a un maximum de 7 points de vie. Présentement, j'en ai disons 5. Elle me fait une attaque de 3. Elle me l'élimine. Première chose que je vais faire, c'est comme ce personnage-là a éliminé un héros, le joueur contrôlant le personnage va immédiatement gagner un point de victoire. Fait qu'un des 5 points de victoire, ça prend pour sa partie. Ensuite, le joueur contrôlant le héros, fait que ce héros-là, c'est lui qui a éliminé mon champion à moi, ben il va monter de niveau. Pour monter de niveau, il va tout simplement tourner sa carte. Ça peut potentiellement changer ses valeurs et ça va lui donner un pouvoir. En fait, il était sur ce côté-là et en montant de niveau, ça n'a pas changé, mais on voit ici que maintenant, j'ai un nouveau pouvoir. Fait que là, ça indique que ce champion-là a déjà éliminé un adversaire précédemment dans la partie. Il peut l'éliminer de façon directe en tapant dessus ou de façon indirecte. Si par exemple on était comme ça, il me restait juste un point de vie, il y a une trappe qui inflige des dégâts juste derrière moi et il me pousse sur la trappe et à cause de ce point de dégâts-là de la trappe, ce personnage-là est éliminé, ça fait le même effet. Ce joueur-là level up son héros, il monte de niveau et il gagne un point de victoire. Mon héros à moi, qu'est-ce qui va se passer avec? Ben, il va retourner sur ma gate, fait que sur ma zone d'entrée dans l'arène. Il va être protégé le temps. Il ne peut pas interagir avec la zone tant qu'il est là et personne ne peut interagir avec lui tant qu'il est sur la gate. La prochaine fois que je vais jouer une carte qui concerne ce héros, son premier point de déplacement sur la carte va l'amener dans ma zone de départ. Fait que disons que je joue une carte qui a un déplacement de 3, je pourrais faire 1, puis ensuite je vais faire le reste de sa carte, je pourrais faire 2, 3, et là potentiellement résoudre le reste de la carte. Fait qu'on comprendra que je ne pourrai pas jouer de cartes qui n'ont pas de mouvement sur ce personnage-là tant qu'il ne sera pas entré dans l'arène. Donc, nos héros ne sont jamais hors de combat complètement. Quand il revient dans l'arène, il va revenir plein de points de vie. Et dernière précision importante, si je me fais éliminer un champion qui avait monté de niveau, fait qu'on voit que l'arbaletière avait son pouvoir, elle avait déjà éliminé quelqu'un précédemment, mais en se faisant éliminer, elle va revenir à son niveau de base et donc perdre son pouvoir. Fait que je vais avoir à éliminer quelqu'un encore une fois avec mon arbaletière pour pouvoir la refaire monter de niveau et qu'elle débloque son pouvoir spécial. Autre détail, les trappes, ça fait quelques fois que j'en parle, il va toujours y avoir sur le plateau de jeu 4 jetons de trappe. À chaque fois qu'un joueur déclenche pendant son tour de jeu une trappe, fait que si par exemple lui je pile là ou si je pousse quelqu'un dans cette trappe-là, comme c'est moi le joueur actif qui a déclenché l'effet de la trappe, on va appliquer évidemment, fait que là j'avais poussé l'arbaletière là-dedans, elle a été éliminée, ça y a fait des dégâts, on va remélanger le jeton de trappe avec la réserve, et en tant que joueur actif, je vais piger un nouveau jeton de trappe et je vais le placer sur l'une autre case vide. Fait que je ne peux pas reprendre la même. Je vais le placer sur une autre des 2 cases vides. Fait qu'il va toujours avoir 4 jetons de trappe.
qu'il faut changer de place, puis il va toujours avoir 2 des 6 cases de trappe qui n'ont pas de jetons de trappe. La dernière chose qu'il me reste à dire, c'est de parler des cartes de réaction. Les cartes de réaction, vous l'aurez peut-être remarqué, contrairement aux autres cartes, ce sont les seules cartes qui n'ont pas de symbole de champion spécifique à cette carte-là. Donc, même si cette carte-là vient du deck de mon arbalétière, je peux la jouer en réaction pour n'importe lequel de mes 3 champions. C'est pas obligé d'être joué seulement pour l'arbalétière. Comment fonctionnent les cartes de réaction? Ils fonctionnent comme tous les autres types de cartes, c'est juste que je peux les jouer pendant le tour de mon adversaire. Fait que disons, si ce personnage-là faisait une attaque de 3, qui fait qui pousse ce personnage-là de 2 ou qui me permet de le déplacer, chaque champion a des cartes très différentes les unes des autres, mais je pourrais décider de jouer cette carte-là en réaction. Les cartes vont pouvoir faire potentiellement différents effets. Fait que lui, par exemple, ça indique que ça va monter ma défense de 1. Je vais donc bloquer le premier point de dégâts qui rentre. Et ensuite, je vais placer Deryn, fait que je vais placer l'arbalétière adjacente à la personne qui vient d'attaquer. Fait que si lui attaque lui, je décide que je joue cette carte de réaction-là, ben, au lieu de me faire 3, il me fait 2, je me mets 2 points de dégâts, puis ensuite je peux mettre Deryn adjacente au personnage qui vient d'attaquer. Ce qui va me permettre potentiellement d'activer des pouvoirs plus tard, de jouer une bonne carte d'attaque, peut-être de m'aider à remplir l'un des objectifs. Je précise, et c'est très important, les cartes réaction fonctionnent comme tous les autres types de cartes. Ce qui veut dire que si je joue une carte de réaction pendant le tour de mon adversaire, je dois payer avec le jeton correspondant. J'ai joué une carte jaune, je paie donc mon jeton jaune et je défausse la carte, comme c'est toujours le cas quand je joue une carte. Ce qui fait qu'à mon tour de jeu à moi, quand il va commencer en tant que tel, mais je vais déjà avoir joué un de mes 3 jetons, enfin, je vais pouvoir jouer juste 2 cartes. Et je vais avoir 4 cartes en main plutôt que 5 parce que j'en ai joué une pendant le tour de mon adversaire. Si j'avais d'autres cartes réaction, j'aurais pas pu jouer plus d'une carte pour réagir à la même carte attaque de mon adversaire. Fait que même s'il avait fait une attaque de zone d'effet qui touchait 2 ou 3 de mes héros, je peux pas jouer une carte de réaction par héros. Par contre, si dans le même tour de jeu, une fois qu'il a fait cette attaque-là, il se déplace avec un autre personnage, il me refait une autre attaque et il me restait une réaction que je pourrais jouer d'une autre couleur. Par exemple, si j'avais cette carte-là dans les mains également, ben, je pourrais décider dans le même tour de jeu, de dépenser mon jeton rouge pour activer cette réaction-là, le défausser, ce qui ferait que je commencerais mon tour de jeu seulement à 3 cartes et j'aurais juste un jeton disponible, mais j'aurais fait des effets pendant le tour de jeu de mon adversaire. Pour terminer, juste un petit survol des cartes objectifs pour comprendre comment elles fonctionnent. Fait qu'on se rappelle qu'à chaque fois que je joue au début de mon tour de jeu, avant d'activer mes champions, je vais vérifier si j'ai atteint certaines des cartes objectifs. Et pour chacune des cartes que j'ai atteintes, je vais marquer le nombre de points de victoire qui sont en dessous. Je ne peux jamais faire la première, parce que la première, il n'y a pas de points de victoire qui y sont associés. Fait que je peux avoir jusqu'à un maximum de 4 cartes objectifs qui sont disponibles en même temps. La grande majorité du temps, les cartes objectifs vont désigner des endroits que je dois soit contrôler, soit avoir tout simplement des champions qui sont présents. Fait que si j'ai 2 champions, par exemple, sur des cases de trappe, c'est pas obligé d'être sur des champions sur des trappes. Fait que les trap X's, ce sont les zones où on va déposer les trappes. C'est un champion là, puis un champion là au début de mon tour de jeu. Je marquerai cette carte-là. Fait que c'est contrôler la zone de déploiement de mon adversaire. Fait que ça, c'est la zone de déploiement. Il y a 5 cases. Contrôler, ça veut dire que ça me prend plus de champions que lui-même dans sa zone. Avoir un champion adjacent à chacune des statues. Avoir 3 champions adjacentes à la même statue. Des fois, ils vont me dire de contrôler quand j'ai une couleur comme ça. Ben, ça veut dire que je vais avoir 2 champions adjacents à la statue qui est dans cette couleur-là. Donc, celle-là qui est dans la zone bleue. Puis ainsi de suite. Fait que chaque carte, ça va être des positionnements, 2 champions dans zone orange. La zone de contrôler la zone de manipulation qui est la zone bleue. On le sait à cause du petit code de couleur qui est sur la carte. Fait que chaque carte va indiquer comment on doit placer ces champions. Il y en a une qui va dire que je dois avoir des champions qui sont level up, qui ont donc monté de niveau. Mais je pense que c'est la seule qui n'a pas rapport avec le placement, puis elle vient en plusieurs exemplaires. Je ne me trompe pas, c'est la seule qui n'a pas rapport avec le placement, la façon dont mes champions vont être placés sur le plateau de jeu. Et ça fait le tour du jeu. Donc, le premier, on va continuer comme ça, en déplaçant nos héros, en jouant nos cartes issues du deck qu'on a formé à partir des 3 decks de champions qu'on a choisis. On va les déplacer, on va éliminer les adversaires, ils vont toujours revenir, mais à chaque fois qu'on en élimine, on fait des points de victoire et on continue comme ça jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs atteigne 5 points de victoire. Et quand ça, c'est fait,
ben ce joueur-là va remporter la partie. À préciser qu'il y a des moyens pour que les joueurs des deux camps perdent des points de vie sur la même carte. Si les joueurs atteignent les deux leurs conditions de victoire exactement en même temps, c'est-à-dire qu'ils font 5 points après qu'un joueur ait joué une carte, donc sur la même carte qui est jouée, c'est le joueur qui n'a pas joué la carte qui va remporter la partie. C'est le seul moyen d'avoir un bris d'égalité. Mais ça ne doit pas arriver très souvent. Alors voilà, c'était les règles de Super Fantasy Brawl. J'espère que ce fut clair pour toi. Je commence en précisant, en niveau des composantes comme d'habitude, en précisant que tu l'as constaté en voyant la vidéo que j'ai une version deluxifiée du jeu. Ce n'est pas ma version, c'est quelqu'un qui me l'a prêté pour que je puisse jouer, expérimenter et t'en présenter une vidéo. Je le remercie d'ailleurs. Fait que tout ce que tu as vu sur le plateau, premièrement, il y a des variantes. Bon, premièrement, tu comprendras que ça vient pas avec les sleeves spécifiques du jeu, fait que les protège-cartes. Il va falloir que tu les trouves par toi-même. Les jetons de plastique ne sont pas à l'intérieur du jeu. Fait que point de vie, trophée, trappe, ce sont des jetons de carton dans la version de base du jeu que je n'ai même pas à l'intérieur de la boîte que je possède. Et les mêmes choses pour les marqueurs spécifiques d'activation. Par contre, les figurines, elles, sont là. Fait que les figurines de statut, ce sont les figurines qui sont dans le jeu. Les figurines de joueurs, ce sont les figurines qui sont dans le jeu. C'est le reste des composantes qui va avoir une différence. Pour les plateaux personnels de joueurs, je ne sais pas, pour être bien franc, si c'est les playmats comme ça viennent dans le boîte du jeu. J'avais assumé que non. Il existe également un playmat pour le jeu, mais là, tu as la version que tu as vue, c'est la version cartonnée qui vient dans le jeu de base. Fait que j'ai évidemment eu une très belle expérience au niveau des composantes parce que j'avais des versions très deluxifiées du jeu. Les cartes elles-mêmes, j'aime le visuel des cartes, j'aime le graphisme des cartes. L'iconographie est assez claire. Par contre, c'est pas toujours super intuitif. Savoir ton personnage, il y a un petit icône dans le coin en haut à gauche, mais c'est pas toujours très intuitif savoir quelle carte de personnage active quel personnage. J'aurais aimé que l'icône soit un peu différente, plus claire. Des fois, les icônes se ressemblent entre deux personnages. Puis sur le graphisme de la carte elle-même, la carte est peut-être fort jolie, mais des fois, c'est pas clair quel personnage est dessiné sur la carte, particulièrement si tu as des armées avec des personnages qui se ressemblent un petit peu physiquement. C'est une complainte, c'est un défaut relativement mineur parce qu'ils ont pensé à quelque chose. Il y a quand même un graphisme particulier, une iconographie particulière pour reconnaître quelle carte va à qui, mais je n'ai pas trouvé ça toujours facile de m'y retrouver. Fait que mis à part ça, sinon les autres mots-clés, les autres icônes sont très bien. Il y a une chose que j'ai vraiment pas aimé, comme c'est souvent le cas des jeux issus de Kickstarter, c'est le manuel de règles pour un jeu si simple que ça, avec si peu de règles que ça. C'est fou comment ils ont réussi à mal faire ce livre de règles-là. Je pourrais même pas dire exactement pourquoi, mais c'est pas clair, c'est pas facile de retrouver une information quand tu veux chercher comment il marchait, donc exactement les trappes, qu'est-ce que je fais au début de mon tour, c'est quoi la structure du tour de jeu. Quand tu apprends le jeu, c'est étrangement difficile de bien l'apprendre avec ça. Heureusement, c'est un jeu extrêmement simple, fait qu'on va s'en tirer quand même assez facilement, mais il n'y a pas d'aide de jeu pour le tour de jeu, il manque, c'est pas un bon livre de règles. Finalement, non, c'est pas un bon livre de règles. Et ça fait le tour pour les composants. Au niveau des règles du jeu lui-même, du fun que j'ai eu à jouer à ce jeu-là, fait que dans les choses que je vais aimer, il y a la simplicité du tour de jeu, puis la diversité des actions que tu vas avoir. Ça, j'ai trouvé ça bien le fun. Parce qu'en choisissant 3 champions, tu vas donc prendre 3 decks de 6 cartes que tu vas brasser ensemble pour te faire ton deck de cartes pour la partie. Comme tu défausses tes cartes que tu n'as pas jouées pendant ton tour de jeu, tu pêches 1 carte, tu en joues 3, tu défausses le reste, tu passes à travers ton deck quand même assez rapidement, puis il revient assez souvent. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir les synergies que ça créait en brassant 3 decks ensemble. Il y a un personnage qui est très fort pour faire déplacer les adversaires, par exemple. L'autre est très fort pour leur donner des statuts négatifs ou des trucs comme ça. Fait que chaque héros, chaque champion que tu vas choisir va avoir une particularité, va avoir une direction qu'il va prendre, ce héros-là, va avoir des forces et des faiblesses. Fait que c'est le fun, l'espèce de les combos que tu peux faire en construisant ton équipe. J'aime le fait que les cartes vont activer le héros en tant que tel, mais que ces cartes réactions peuvent être jouées par n'importe quel membre de ton équipe, de ton côté. Fait que si je prends un champion qui a 2 cartes de réaction très fortes, mais il ne sera pas nécessairement pour ce champion-là spécifique. Ça se peut que je les joue pour l'un des 2 autres champions. Fait que ça, c'est juste la construction de ton équipe.
j'ai trouvé que c'était un aspect intéressant et contrairement à d'autres jeux d'escarmouche, le moment où tu construis ton équipe, c'est intéressant puis c'est pas trop compliqué la façon dont ça se gère. Dans la boîte de base, il y a, si je me trompe pas, c'est 12 héros. J'aurais aimé peut-être qu'il y en a un peu plus. Il y a des extensions qui existent en groupe de 3 héros principalement qui sont thématisés puis qui vont ensemble, là, des champions à thématique viking ou égyptienne, des trucs comme ça. Ou magie, whatever. Et fait, quand tu amènes un nouveau groupe de champions, un nouveau champion, c'est intéressant parce que tu amènes donc son deck de cartes. Ça peut créer des nouvelles synergies, des synergies différentes avec d'autres champions. Il n'y a pas de règle de compatibilité ou d'incompatibilité, fait que tous les champions peuvent se recruter avec n'importe quel autre champion dans l'équipe. Fait que ça, cet aspect-là, je l'ai trouvé le fun. Mon seul défaut étant peut-être que, étant donné qu'ils ont fait des figurines qui sont très grosses, qui ont fait une espèce d'insert qui est gigantesque à l'intérieur de la boîte, ben même si ta boîte est vraiment très 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 grosse, tu as juste 12 euros dedans. J'aurais peut-être aimé ça qu'il y en ait un petit peu plus pour un petit peu plus de variété, mais c'est quand même pas si pire. Au niveau des règles, sinon, le tour de jeu lui-même, mis à part l'aspect pas instinctif de comment ça fonctionne le tour de jeu à cause du livre de règles, une fois que tu l'as compris, il est très simple. On regarde si je score des objectifs. Je joue mes cartes pour activer mes différents bonhommes, j'essaie de taper dessus, puis j'essaie de me positionner pour les objectifs. Sur la fin du tour, je défausse les cartes qui me restent, j'en pige les nouvelles pour le tour suivant. Fait que c'est super simple. La twist que celui-là y a par rapport à d'autres jeux d'escarmouche, c'est que tu peux marquer beaucoup de points en tapant l'ennemi, mais tu peux marquer beaucoup de points en contrôlant le terrain, en essayant d'atteindre les différentes cartes objectifs. Puis je pense que c'est là où ce jeu-là va se démarquer par rapport à d'autres, t'es pas obligé de juste fesser. Fait que si t'as des personnages qui vont déplacer, pousser, tirer beaucoup l'adversaire, ben tu vas pouvoir toujours scraper ces affaires qu'il essaie de faire pour marquer les objectifs, parce qu'on se rappelle que tu marques les objectifs au début de ton tour de jeu, pas à la fin. Ça veut dire que si une carte dit tu dois avoir 3 héros dans la zone de déploiement de ton adversaire, mais je peux aller placer mes 3 héros-là, mais mon adversaire, il a tout son tour à lui pour tenter de réagir, puis me déloger de là, puis quand ça va revenir à moi, si j'ai encore mes 3 héros-là, ben là, je vais pouvoir marquer la carte, puis en plus, je peux spotter une carte qui coûte 1, puis qu'à la fin du tour de jeu, ça va avancer, pas qui coûte 1, mais qui donne 1, puis qu'à la fin du tour de jeu, elle va avancer, puis là, elle va donner 2, fait qu'elle va marquer davantage de points de victoire. Tu sais, les cartes objectifs, ils peuvent donner jusqu'à 2 points par carte. T'en as besoin de 5 pour gagner la partie. Fait que si tu as réussi 3 cartes objectifs, c'est tout à fait possible que tu gagnes la partie sans avoir éliminé un seul de tes adversaires. Puis c'est tout à fait possible que tu gagnes la partie en éliminant 5 champions, en éliminant des champions 5 fois pour marquer un point de victoire à chaque fois. Fait que j'ai trouvé que cet équilibre-là, il était très intéressant entre essayer de marquer les objectifs, contrôler le terrain, gérer les trappes, les statuts, tout ça, puis de taper sur mon adversaire, puis tenter d'éliminer ses champions pour le forcer à reculer, le forcer à redéployer ses champions qui perdent des points de déplacement avec ça. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant, cet équilibre-là, cette balance-là. J'aime le système d'activation, il est fort simple, c'est ça que ça prend dans un petit jeu comme ça. On tourne un jeton pour indiquer qu'on a utilisé cette couleur-là, fait que je peux plus jouer de carte de cette couleur-là ou utiliser le petit pouvoir de base qui vient avec cette couleur-là. Je ne traite pas sur la façon dont les héros montent de niveau. Ben, en fait, j'ai pas de problème avec la façon dont ils montent de niveau. Tu élimines un adversaire, il monte de niveau. J'aurais aimé ça qu'il reste à son niveau plus fort parce qu'il a acquis de l'expérience, même s'il se fait éliminer, parce que ça m'arrive souvent que je monte quelqu'un de niveau puis qu'il se fait taper tout de suite après, fait que j'aurais jamais utilisé son habileté puissante qui vient de débloquer parce qu'il a monté de niveau. Encore une fois, c'est relativement mineur, puis c'est plus au niveau des préférences personnelles. Fait que bref, tout ça pour dire Super Fantasy Brawl, un bon petit jeu d'escarmouche, pas nécessairement facile à trouver, mais un bon jeu d'escarmouche avec des bonnes composantes, particulièrement c'est une version deluxifiée, comme celle avec laquelle j'ai eu la chance d'expérimenter. Des règles simples, mais pas faciles à prendre en main les premières fois que tu vas jouer. J'espère que cette vidéo t'aidera à y voir clairement si jamais tu te procures le jeu ou si tu y joues éventuellement. Puis surtout, beaucoup de versatilité, beaucoup de possibilités de combos en ayant 12 héros que tu vas pouvoir mélanger les uns avec les autres pour te faire ton équipe de 3 puis mélanger leur deck de cartes ensemble pour créer ton deck d'action pour ce combat-là. Fait qu'avec un bel équilibre entre les objectifs puis l'attaque que tu vas avoir à faire dans ton tour. Fait qu'un jeu, c'est pas nécessairement mon jeu d'escarmouche favori, c'est un jeu d'escarmouche que je suis content d'avoir pu expérimenter puis d'avoir pu essayer des parties. Je le trouve vraiment simple et le fun. Et il respecte tout à fait le temps qu'il te dit qu'il va respecter dans la partie, je tiens à le préciser. On t'a dit des parties de 30 à 40 minutes. Une fois que tu es habitué, c'est toujours des parties en bas de 30 minutes pour 2 joueurs, incluant le temps de me placer puis de serrer tout ça. Ça s'installe puis ça sort rapidement, étant donné l'insert qui est à l'intérieur de la boîte. Fait que j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Super Fantasy Brawl. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur
Instagram, sur Facebook, et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine, fais attention à toi.